Mon nom est Sarah Charbonneau et dans la vie, je travaille à titre d'animatrice télé, mais j'ai aussi un autre emploi, ma double vie comme je l'appelle, celui d'éducatrice spécialisée. Le lien, vous allez me dire, ma curiosité pour l'être humain. En tant qu'animatrice, j'ai eu le plaisir et le privilège d'animer des émissions où je rencontrais des gens de tout domaine, que ce soit de la mode par exemple ou de la restauration, du milieu culturel ou sportif et même dans le domaine de la course automobile. Et malgré le fait que je retire beaucoup de satisfaction, de plaisir et d'enrichissement personnel dans tout ça, c'est dans mon travail d'éducatrice au CRDQ, ou comme on l'appelle aujourd'hui, le CIUS Capitale Nationale Programme Santé mentale et dépendance, que je trouve mon équilibre depuis maintenant plus de 13 ans. De là m'est venue l'idée de mettre de l'avant les ressources et établissements qui viennent en aide aux gens d'ici, de la Ville de Québec. Dans cette série d'émissions, nous vous partagerons en toute humilité des témoignages captivants d'intervenants œuvrant dans le milieu, mais aussi ceux de personnes résilientes et courageuses qui ont décidé un jour de demander de l'aide. Il y a plusieurs définitions pour le mot « crise ». Une crise, en fait, on peut dire que c'est une manifestation soudaine et violente d'un chaos d'émotions. Il y a toutes sortes de crises. Des crises provoquées par l'accumulation d'émotions désagréables, comme des crises de peur ou de panique, par exemple. On peut aussi avoir des crises provoquées par l'utilisation de substances ou le manque, que ce soit d'alcool ou de drogue. On peut aussi vivre une crise suite à la perte de quelque chose de très important. Ou encore vivre un grand mal-être, sans trop savoir pourquoi. Monsieur Dubois, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à ce qu'on vienne vous visiter, ici même au Centre de crise de Québec. Ouais, merci beaucoup. Parlez-moi d'abord de qu'est-ce que c'est le Centre de crise. Parlez-moi de la mission de l'organisme. Bien, en tout cas, à Québec, c'est vraiment un gros centre où on a 3 maisons qui accueillent des gens en situation de crise, mais il y a plusieurs autres services. On parle entre autres d'un service d'intervention téléphonique. Donc, les gens ils peuvent appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre ligne 88 688 42 40 et ils vont parler automatiquement à un intervenant qui va pouvoir désamorcer la crise ou évaluer la situation et offrir l'aide adéquate ou encore orienter vers d'autres ressources. Donc, ça, c'est tout le volet pôle téléphonique. L'hébergement, on a des hébergements court terme, du 0-7 jours, qui est suffisant pour régler une crise aiguë. Donc, la phase aiguë de la crise dure peut-être 48 heures, 72 heures. Donc, les hébergements servent à ça. Les gens vont être accompagnés 24 heures sur 24 dans un séjour. On a aussi des entrevues externes sur rendez-vous et rencontrer un intervenant ponctuellement pour discuter d'une situation. Donc, une rencontre d'environ 1 heure. On a aussi une équipe mobile qui, elle, se déplace dans la communauté auprès de gens qui peuvent présenter un état mental désorganisé, peut-être même dangereux. Donc, nous, on va estimer la dangerosité, supporter les proches et trouver une solution à ça. Dans les pires des situations, des scénarios, il pourrait même qu'on soit obligé d'amener la personne dans un établissement de santé, peut-être même contre son gré, ce qui est une loi particulière, une loi d'exception fameuse P38. La fameuse P38, qu'on va essayer, nous, d'éviter le plus possible avec toutes sortes de stratégies. Ça fait en gros pas mal le tour des services. À ça, il s'ajoute aussi peut-être une équipe de formation. Donc, on donne la formation un peu partout dans différents groupes et milieux. Parlez-moi un petit peu de la crise en elle-même. Là. Comment ça se présente? C'est quoi les étapes, la durée, qui fait en sorte que vous avez en fait adapté votre offre de service là, en conséquence? Bien, nous, d'abord, on intervient auprès de 3 grands types de crises. Des fois, il peut s'agir d'une crise traumatique. Donc, on peut parler d'accidents, d'actes criminels, passer au feu, de désastres naturels. Bon, toutes ces situations-là sous le choc hein, qui nous propulsent dans un état de déséquilibre important. On va faire de l'intervention. Donc ça, c'est souvent sans durée, c'est immédiat. Il arrive une situation, immédiatement, une réaction, la personne est déséquilibrée et a besoin d'être en sécurité. Il arrive d'autres situations qu'on appelle des crises psychosociales. Donc, un peu comme monsieur et madame tout le monde, on peut tous en vivre, on en vit tous d'ailleurs, plus ou moins sévèrement. Des crises qui s'installent graduellement dans le temps, à partir de différentes vulnérabilités. Souvent, on va parler de pertes aussi. Hein? Donc, des gens qui vont perdre leur emploi, pertes financières, des fois une rupture, toutes ces pertes-là, ou un deuil, et des fois, ils s'en accumulent. Donc, quand il y a un cumul de stresseurs, les gens deviennent beaucoup plus vulnérables. Et là, à un moment donné, ils sont des fois plus capables de tenir l'équilibre
il y a une goutte qui fait déborder le vase, la personne plonge dans un état de détresse. Il y a aussi les crises qu'on appelle psychopathologiques, donc des gens qui ont une trajectoire difficile de santé mentale avec toutes sortes de problématiques. Là, ça peut être des problèmes de consommation, d'anxiété, de troubles de personnalité, de troubles plus psychiatriques là, comme troubles bipolaires, un épisode de psychose. Un épisode de psychose, tout à fait. Donc, pour éviter l'hospitalisation, parce que le centre de crise, c'est avant tout ça le mandat, hein, c'est de réduire les hospitalisations, de trouver des alternatives ou de raccourcir la durée de l'hospitalisation. Donc, ça, c'est quelque chose qui, contrairement aux crises psychosociales qui ont une longue détérioration, la crise psychopathologique, bien, les gens sont toujours un peu plus vulnérables. Parfois, sont en équilibre, mais souvent sont plus près du déséquilibre et donc ils peuvent tomber en crise plus rapidement et revenir aussi peut-être plus rapidement parce qu'ils ont toutes sortes de moyens, de mécaniques, de suivi, de support, mais rapidement aussi revenir en état de crise. Donc ça, ce sont des personnes qu'on va revoir plus souvent peut-être dans nos services. C'est l'utilité des centres de crise, c'est-à-dire que chez soi, la personne fonctionne dans son environnement, mais à un moment donné, si ça ne fonctionne plus, elle est toujours confrontée à son incapacité à sortir de la situation. Elle voit le tas de vaisselle qui s'accumule, le ménage qu'elle n'arrive pas à faire, elle se voit comme elle est d'habitude fonctionnelle et là, elle l'est plus, et ça augmente la tension et le sentiment d'incompétence. Tandis que quand on prend ces personnes-là et qu'on les transporte dans notre résidence, où tout est prévu pour accompagner la personne dans son rétablissement de la crise, hein, c'est-à-dire qu'elle peut s'isoler quand elle a besoin, elle doit faire face aux autres résidents et montrer un peu un visage convenable devant les autres. Elle a du temps pour vivre ses émotions, du temps pour ventiler avec des intervenants, quelques tâches qu'elle doit faire aussi parce que c'est un milieu normalisant. Et le milieu en tant que tel est une stratégie. Hein, ce sont des belles maisons, confortables, ce qui est beaucoup plus reposant, par exemple, qu'une civière avec des lumières, des néons d'hôpital. Donc, c'est sûr qu'ici, les gens ils vont souvent dire qu'ils se sont reposés et qu'ils ont pu traverser la situation parce qu'on était avec eux, là où les proches, souvent en situation de crise, ne peuvent plus agir. Parce que des fois, c'est impressionnant, les manifestations de la crise, mais des fois aussi, la détresse de quelqu'un que j'apprécie éveille aussi en soi ses propres vulnérabilités. Et ça devient, on n'est plus aidant. Donc nous, plus neutres, capables d'accompagner, d'être à côté de la personne, on arrive à traverser la crise au mieux sans avoir recours au milieu hospitalier. It's hollow in my chest, weighing since you left. Comment tu décrirais la crise d'une femme ici au Y? Comment qu'on récupère ça? Comment qu'on attrape tout ça? Bien, on est beaucoup dans l'accueil inconditionnel. Je pense que c'est ça qui aide. Tu sais, on va beaucoup écouter. Puis souvent, les femmes, moi, c'est sûr, comme directrice, je suis moins sur le terrain, mais ça m'arrive encore quand même de m'asseoir avec des femmes. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui me disent « Tu dois trouver que je suis folle, hein? » Moi, je leur dis tout le temps « J'ai pas à te croire ou pas. » Tu sais, que ce soit réel ou pas, c'est ta réalité. Toi, tu vis ça. Tu sais, fait que si tu me dis que ton frigidaire te parle, je te crois. Il te parle. Moi, je l'entends pas, mais toi, il te parle, tu sais. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que, tu sais, on va être vraiment beaucoup dans l'écoute puis dans valider que c'est correct qu'elle vive ça, mais oui, c'est incommodant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut l'accompagner? Quelles ressources on peut aller chercher pour avancer avec elle là-dedans? Parce que c'est sûr que ça reste difficile. Il n'y a personne qui a envie que ton frigidaire il parle. Absolument. Juste demander de l'aide reste une démarche difficile en soi. Exactement. Alors, Martine, d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir parler de la YWCA aujourd'hui. C'est un établissement qui est connu pour vous. Vous avez déjà été résidente ici à la Y. Avant de parler de votre expérience ici, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à demander de l'aide et à venir utiliser les services de la YWCA de Québec. J'étais quelque chose parce que vu que j'avais beaucoup de rage, beaucoup de colérique, j'avais de la douleur aussi parce que j'avais mal. Je ne savais pas ce que j'avais comme maladie. J'avais énormément de douleur, ce qui faisait que j'étais impatiente, irritable.
Manque de concentration, j'étais en train de perdre ma mémoire, j'ai perdu 60 livres, j'avais perdu mon emploi, j'avais tout perdu en fait. Puis là, ben, j'étais en construction, dans le domaine de la construction, puis j'ai fait comme une genre de dépression. J'ai été 30 ans fermée, une boule fermée, fait que tout à coup, je me suis mis à avoir des émotions, fait que ça a éclaté cette affaire-là. Fait que j'étais dans une détresse épouvantable. Fait que je me suis mis à avoir des phobies. Je tombais malade, je savais, mais je voulais pas aller à l'hôpital, j'avais peur. J'avais rencontré une intervenante il y a 20 ans, puis elle travaillait à la Hawaï. Fait que j'ai demandé de l'aide. J'ai dit, je vois pas d'autre qui pourrait m'aider, là, parce que là, j'étais vraiment là. Fait que c'est pour ça que je me suis ramassée à la Hawaï, parce que là, j'étais sûre que j'allais mourir, puis que je voulais vivre. Je voulais pas mourir, je voulais vivre. Fait que j'ai demandé de l'aide. Ils m'ont ouvert la porte. Puis le désir de vivre, j'imagine que c'est ce qui vous a animé et motivé d'abord et avant tout à demander de l'aide. Hein? Quand on arrive dans une ressource comme celle-ci, puis qu'on repart à zéro, hein? On repart la machine tant physique que mentale à zéro, votre désir de vivre, comment ça vous a fait changer, évoluer, grandir dans votre démarche? Ça m'a permis d'apprendre confiance aux autres, qu'il y a des gens qui sont gentils. OK, c'est pas des méchants. Parce que là, je voyais, moi, j'étais dans la paranoïa, là. Tout le monde est contre moi, puis tout le monde, tu sais. Fait que ça m'a appris à, c'est ça, à faire confiance aux autres. Ça m'a appris à m'accepter aussi. Ben, je suis dans ce processus-là plutôt, là. Puis de ce que je comprends, ce côté-là de vous, puis on va le voir aussi dans le temps, mais ça vous sert aujourd'hui de justement bien savoir vous affirmer, bien savoir vous prendre votre place finalement, là? Bien, il faut, hein? Il faut prendre notre place. C'est parce que les gens nous pillent dessus, puis se faire pétiner sa tête, c'est pas trop évident. Fait que, à cette heure, je la prends ma place. Je peux me faire pétiner dessus. Comment vous apprenez à cheminer avec ça? L'art. OK. Je dessine. Je dessine. J'ai commencé par des petites roches. Après ça, j'ai été sur des petits bâtons. Puis là, je suis rendue sur des tableaux. Fait que... C'est quelque chose de thérapeutique pour vous? C'est ce que je comprends? Oui, puis ça me permet aussi d'exprimer mes émotions. Avec du recul, d'avoir fait cette demande d'aide-là avec la Hawaï, quel est le plus grand gain, la chose que vous retenez de positive de cette expérience-là? Ah, je vais vivre! Je vais vivre, je ne mourrai pas. C'est ça. Puis qu'il y a encore du bon monde. Puis je vais essayer de faire plus confiance aussi. Je vais essayer de travailler ça. Si tu ne fais pas les efforts qu'il faut, tu n'en auras pas de confort. Tu sais, les choix t'appartiennent, là. Tu sais, direct qu'on est enfant, on choisit entre du lait et de l'eau. On est dans décidé de choisir déjà, à prendre des choix dans la vie. Bien, si on ne prend pas les bons choix, bien, on s'en va dans des chemins qui sont... C'est à nous à prendre les bons choix, mais pour ça, il y a des sacrifices. Puis, tu sais, il y a la résilience aussi. Tu sais, il y a la force, la persévérance. Il y a tout ça aussi qui embarque. Il faut le vouloir, mais il faut y croire aussi. C'est un rêve, ça. S'en sortir, c'est un rêve. Une femme qui va se présenter en crise ici, comment ça se passe, comment ça se témoigne? Parce qu'on le dit, hein, autant que les services ont différents tentacules, mais pour la femme qui va se présenter à l'Aubrivière va avoir aussi différents besoins. J'imagine qu'elle n'arrive pas en gambadant et en chantant, là, c'est pas comme ça que ça se passe. La crise en elle-même se vit comment quand vous accueillez une femme? C'est sûr que quand on travaille en situation de crise, il ne faut pas s'attendre à des « s'il vous plaît, merci ». Hein? Ce n'est pas le besoin de la personne que d'être dans la plus grande des politesses. La crise ne se traduit pas toujours en « j'ai besoin d'aide ». La crise, ça peut être des pleurs, ça peut être des cris. La crise, ça peut être complètement une perte de contrôle de la personne face à elle-même, face à son état de santé mentale, face à son état de santé physique. Une détresse, finalement, qui va se traduire. Donc, chacun va traduire sa détresse différemment. Les femmes, on est un petit peu plus socialisées pour utiliser des émotions, comme les pleurs, plutôt
plutôt que la colère pour traduire cette détresse-là. Donc, ça peut être impressionnant, quelqu'un qui arrive et qui est complètement en pleurs, qui fait là, ça va pas, ça va pas. Bon, on laisse passer ça, puis on laisse de l'espace à cette douleur-là, puis à cette détresse-là. Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Pas d'arriver en disant « T'as besoin de quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Arrête de Go! crier! Arrête de crier! » Pire affaire. La première des choses, c'est de laisser de l'espace, puis de dire « Bon, parfait, regarde, je suis là. » Puis je serai là quand tu seras prête à parler. Et si tu veux parler, si jamais ce que tu as besoin, c'est justement d'avoir un toit sur la tête pour une petite période de temps, c'est d'avoir un repas chaud, c'est d'avoir une paire de bas, puis quelques bobettes pour pouvoir repartir. Puis des fois, c'est comme ça qu'on va créer le contact finalement. Et que la dame, tranquillement, pas vite, va nous faire confiance. Nous, on va apprendre à la connaître, puis on va pouvoir évaluer ses besoins de mieux en mieux aussi, en sachant qui elle est. Puis un petit peu plus de services qui vont s'offrir à elle. Fait que la crise, finalement, c'est une demande d'aide, mais qui n'en est pas une, hein? Parce qu'on sait que c'est difficile de demander de l'aide puis de dire « là, je suis au bout de mes ressources, j'en peux plus hein? ». C'est culpabilisant, c'est une perte de contrôle, c'est rough hein, de demander de l'aide. Ouais. Donc, nous, on n'est pas là pour dire « tu ne l'as pas demandé de la bonne manière ». Il est un peu trop tard. Il est un peu trop tard. Ouais. C'est-à-dire, où est-ce qu'on en est? Regarde, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, si tu as envie qu'on t'accompagne, on va le faire. Bien, malheureusement, on n'a pas encore de petit livre magique qui dit quoi faire, comment faire pour tout régler, hein? Non, je pense que le travail serait particulièrement plate si c'était le cas. Peut-être que tu ne ferais pas ce travail-là, en fait. Ça prend l'imagination, ça prend de l'inventivité, ça prend de la curiosité. Hein. Faut s'intéresser aux gens, pas de la curiosité mal placée, mais s'intéresser aux gens, à leur vécu, à leur histoire. C'est quoi que cette personne-là porte dans son sac à dos quand elle arrive? Il y a toutes sortes de vécus, il y a toutes sortes de traumatismes, il y a toutes sortes de pertes, de deuil, de sentiments tristes. Puis il y a peut-être plein de petites victoires sur lesquelles on peut commencer à bâtir quelque chose de nouveau par contre. Fait que c'est ramener le positif, ramener qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner, tout en laissant place aux sentiments plus négatifs quand ils prennent le pouvoir un peu plus. Là. Un homme qui demande de l'aide, ça se passe comment? Parce que j'ai comme l'impression qu'une femme qui demande de l'aide, ça se passera pas nécessairement de la même manière qu'un homme qui va désirer justement recevoir des services. De ton côté, comment tu vois cette demande d'aide-là? Bien, en fait, c'est sûr que, tu sais, aussi ce qu'on voyait peut-être par le passé, puis qui tend à se transformer, que je trouve que c'est positif. Les hommes avaient peut-être plus peur de demander de l'aide que des femmes à une certaine époque. Puis en tout cas, c'est sûr que moi, je travaille avec les hommes depuis des années. Fait que, évidemment, c'est les hommes que je vois demander de l'aide. Puis tu sais, je trouve que c'est sûr, c'est pas la même dynamique. C'est complètement différent là, au niveau des femmes qu'au niveau des hommes. Mais comment je pourrais dire ça? C'est plus... peut-être plus direct. En fait, ce que tu vois, c'est ce que tu as. Règle générale, c'est peut-être plus carte sur table, peut-être que avec les dames, bien, ça va dépendre. Là, peut-être falloir creuser un petit peu plus. Puis là, tu sais... Ce qu'on entend, j'imagine, beaucoup de souffrance aussi derrière ces hommes-là qui ont... ça doit pas être à la première écart, on va dire ça comme ça, aux premières expériences négatives, désagréables, qu'un homme va venir demander de l'aide. J'imagine que le bagage de ces hommes-là doit malheureusement être très, très rempli là, au niveau de ces problématiques-là. Bien, oui, effectivement. Puis on s'entend que... la plupart des personnes qui frappent à notre porte, que ce soit hommes et femmes, leur réseau est assez épuré. Là. Disons qu'il n'y a plus tellement de support autour, que ce soit la famille, que ce soit la famille immédiate ou les frères, les sœurs, les amis. Souvent, là, ça commence à être pas mal moins existant ou encore existant, mais justement, on veut préserver, fait qu'on dit, on ne les en parle plus, on vient à l'Aubrivière, je vais essayer de m'organiser tout seul parce que j'ai tellement demandé. Fait que oui, c'est des gens qui sont en souffrance, puis on ne sait pas tout de suite. Là, ça se fait là, au fur et à mesure qu'on gagne la confiance. Là. Est-ce qu'il vous arrive de faire face à des situations où un jeune, par exemple, a des idéations suicidaires, a un plan de passage à l'acte, se retrouve dans une situation où on doit intervenir ici, maintenant, et même presque pour v'là une heure? Donc, est-ce qu'on se retrouve confronté à ce genre de situation-là? Puis qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Bien, effectivement, c'est le genre de situation auquel, oui, à tel jeune, on se retrouve confronté
assez régulièrement. Donc, ça fait partie du travail là, de recevoir des contacts de jeunes qui ont des idées suicidaires ou même qui ont pour un acte suicidaire. Donc, ils vont vraiment avoir un plan détaillé, qui vont déjà avoir une idée du moyen, de l'endroit. C'est sûr qu'à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle une évaluation suicidaire. Donc, on a des questions là, qui sont précises et des informations qu'on va aller chercher justement comme le moyen, l'endroit. Si la personne, elle pense à se tuer là, pendant qu'on se parle ou dans les instants suivant le contact. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a des questions comme ça. Là, nous, on a un guide, on suit un guide d'une évaluation suicidaire. Puis, ensuite, dépendamment, on évalue si la personne, elle cote plus vert, elle cote plus jaune, elle cote plus rouge. Effectivement, si ça cote rouge, il va falloir intervenir très rapidement parce que là, c'est une situation d'urgence, puis il faut réagir. Là. Donc, à ce moment-là, on va contacter des autorités, on va contacter des membres de la famille s'il y en a qui sont proches dans la maison. Donc, ça peut arriver, oui, qu'on ait besoin de contacter la police pour que la police intervienne, qui se rendent sur place pour s'assurer de la sécurité de la personne parce que le but étant toujours de s'assurer du bien-être puis de la sécurité de la personne dans tous les appels, c'est ça. Il faut quand même savoir, je veux dire, créer le lien de confiance rapidement pour être capable de rattraper une situation qui pourrait être une situation d'urgence comme celle-là. Là. Tout à fait. Le lien de confiance, là, à tel jeune, c'est sûr que c'est quelque chose qui est super important qu'on va créer avec les jeunes à tous les contacts, avec tous les jeunes. C'est sûr que le lien de confiance avec un intervenant, c'est à la base de l'envie de se confier, de l'envie de parler. Puis ils nous le mentionnent régulièrement à quel point ils aiment notre accueil, notre ouverture, l'empathie qu'on leur donne, l'écoute qu'on leur donne aussi sans jugement. Le but non plus, c'est pas que ce soit une grille puis que je leur pose toutes les questions bac à bac. Ça reste que c'est un service qui est humain. Donc, on va aussi beaucoup valider les émotions, accueillir comment la personne se sent, lui dire que, elle a le droit d'être en colère, elle a le droit d'être triste. Quand les gens se sentent écoutés et compris, ça fait une énorme différence. Donc oui, tout se joue dans l'approche, effectivement, puis la bienveillance qu'il y a dans les interventions qui vont faire que les jeunes vont créer un lien avec nous puis vont finalement choisir de nous donner des informations parce que tout dépend de comment on amène les choses aussi. Des fois, on hésite à demander de l'aide. On a peur pour toutes sortes de raisons. Et finalement, quand on le fait, la plupart des gens vont se dire « Ah, j'aurais dû le faire avant » ou « Ah, finalement, ça a donc bien fait du bien ». Donc, le message, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide parce que seul, on n'y arrive pas toujours. Ça peut être très long si on y arrive. Tandis qu'avec quelqu'un spécialisé, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. On perd moins de temps, on souffre moins longtemps. Il y a des solutions, on peut se déloger d'une situation et nous, vraiment, on croit que la crise est un levier de croissance. Donc, on peut faire ça amène des fois des changements dans ses postures, dans ses choix de vie qui sont bénéfiques. Ça peut être positif, une crise? Tout à fait, hein? Parce que la crise, pour nous, c'est vraiment un levier de croissance. Quand plus rien n'est possible, semble impossible, tout devient possible finalement. Donc, quand on touche le fond du baril, on ne peut que mieux se relever si on est accompagné, qu'on a de l'aide, tout ça. Et souvent, c'est pas pour rien que ça arrive une crise. Donc, il y a eu des ingrédients avant. Et quand on regarde ça avec quelqu'un d'autre, plus objectivement, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des choix dans ma vie que je dois faire. Et plusieurs vont sortir d'une crise en prenant des meilleurs choix dans leur vie, des meilleures directions, et ils vont se sentir beaucoup mieux. Donc, c'est comme un levier de croissance pour du meilleur, finalement, la situation de crise. Auriez-vous un message peut-être à lancer à quelqu'un qui soit s'inquiète pour un proche ou encore qui, dans sa propre situation, peut vivre des difficultés, il pourrait bénéficier soit des services du centre de crise ici à Québec ou ailleurs en province? Bien, moi, le message, ce serait surtout de dire qu'il ne faut pas hésiter parce que souvent, on attend longtemps pour toutes sortes de raisons. On a peur, mais une fois qu'on l'a fait, habituellement, on se sent vraiment mieux. On est vraiment mieux outillé et on se dit souvent « Pourquoi j'ai retardé aussi longtemps? J'aurais dû faire ça bien avant parce que là, je me sens soulagé. » Steve, merci beaucoup pour ce beau partage aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'entends beaucoup d'espoir et j'espère que les gens seront contaminés positivement à la maison. Je l'espère. Merci encore. Merci. Dans cette série d'émissions, nous vous partagerons en toute humilité des témoignages captivants d'intervenants œuvrant dans le milieu, mais aussi ceux de personnes résilientes et courageuses qui ont décidé un jour de demander de l'aide.